Dans la nuit des temps, bien avant les pyramides et les temples spectaculaires, le roi Narmer fonde la première dynastie de l'histoire pharaonique. Pendant plus de 3000 ans, 345 pharaons se succéderont au pouvoir jusqu'à la chute inévitable de l'Égypte antique. Certains rois sont devenus de véritables icônes pendant des millénaires. Parmi eux, Djoser et Alexandre le Grand, qui ont chacun bouleversé le destin du pays. Alexandre a accompli l'impossible. Djoser a marqué un tournant dans l'histoire de l'Égypte antique. Que sait-on de la vie de ces deux pharaons? Comment Djoser s'y est-il pris pour réaliser un gigantesque complexe funéraire en un règne apparemment si court? Il faut imaginer qu'il y a 5000 ans, 4 statues immenses se dressaient ici. Pourquoi Alexandre a-t-il détourné ses troupes vers l'Égypte pendant son périple à la conquête de l'Asie? La moitié du monde connu était aux mains d'Alexandre. Il a essayé de faire quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Grâce aux meilleurs experts internationaux et à des fouilles archéologiques exceptionnelles, nous allons vous raconter la véritable histoire de deux souverains immortels, dépassés par leur propre légende. Il a pu réaliser ses rêves. Nous nous enfonçons de plus en plus profondément sous la pyramide à degrés de Djoser. Voici les derniers secrets des trajectoires uniques. C'est passionnant. De Djoser et d'Alexandre le Grand. Deux pharaons dont la vie a transformé le monde et changé le cours de l'histoire. Alexandrie. Avec ses 4 millions d'habitants, c'est la deuxième ville la plus peuplée d'Égypte après le Caire. Pourtant, il y a 2300 ans, rien ne prédestinait la région à devenir l'un des pôles les plus attractifs du monde méditerranéen aujourd'hui. Si elle existe, c'est grâce au rêve d'un homme de 25 ans, l'un des plus grands héros de l'histoire, Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est peut-être l'un des rois, l'un des conquérants les plus romantiques du monde. Il existe tant d'histoires à son sujet, et même de son vivant, il a été célébré comme un héros et salué comme un dieu. Alexandre le Grand représente l'un des 4 ou 5 plus grands conquérants de l'histoire. Disons qu'à son niveau, il y a Jules César, Napoléon et Gengis Khan. C'est probablement celui qui incarne le mieux cette idée de conquérant légendaire. Quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a déjà l'intelligence, qui a aussi tout un entourage qui est proche de lui et qui va l'aider dans cette conquête incroyable. Son destin hors du commun marque d'une pierre blanche la trajectoire des mondes méditerranéens et asiatiques. Ce leader visionnaire et intrépide consacre les 13 années de son règne à l'accomplissement d'un rêve unique, créer un empire universel et en paix. À travers son action politique en tant que souverain universel, il a préparé le monde à quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Une synthèse de plein de cultures qui a mené à la création de l'ère hellénistique, la société la plus multiethnique et multiculturelle de l'histoire de l'humanité. Jamais un empire n'avait été aussi grand. Jamais quelqu'un n'avait réussi à avoir autant de victoires et à repousser les limites d'un empire. On a du mal à l'imaginer, mais la moitié du monde connu était aux mains d'Alexandre. Dans son rendez-vous avec l'histoire, ce jeune roi macédonien devient contre toute attente pharaon d'Égypte à 25 ans. Alexandre le Grand va rester au pays des pyramides seulement 5 mois de sa vie. 5 mois au cours desquels il s'inscrit non seulement dans la lignée des souverains mythiques de cette terre de légende, mais devient aussi un dieu vivant. 5 mois qui lui suffisent à révolutionner l'histoire de cette civilisation fabuleuse. C'est une période extrêmement riche en bouleversements, à la fois pour l'Égypte, qui entre dans une nouvelle période de grandeur, et pour Alexandre, qui sort d'Égypte métamorphosé. Qu'est-ce qui l'a motivé? Quelle était sa personnalité? Tout ça est un peu mystérieux et c'est une question à laquelle nous aimerions répondre. Pour comprendre comment un jeune occidental est parvenu à dominer l'une des plus puissantes civilisations de l'Antiquité,
il faut revenir 25 ans plus tôt et nous rendre de l'autre côté de la mer Méditerranée. Nous sommes le 22 juillet 356 avant notre ère, à Pella, capitale du royaume de Macédoine, située à 3000 km d'Alexandrie. Certains vestiges de la ville antique ont été miraculeusement préservés et permettent d'entrevoir la beauté majestueuse de la cité. Il est né le soir de l'incendie du temple d'Artémis à Éphèse, qui est un incendie criminel qui a beaucoup marqué le monde antique, ce qui a fait dire à certains auteurs que la déesse Artémis était tellement occupée à mettre au monde Alexandre qu'elle n'a pas protégé son propre temple. Donc c'est une naissance qui déjà annonce une sorte de destin absolument extraordinaire. Première étape de sa destinée, rendre fier un homme à la stature imposante. Des recherches archéologiques ont permis de découvrir un véritable trésor évoquant sa puissance. Le tombeau et l'armure du père du futur Alexandre le Grand, Philippe II, roi de Macédoine. Son père, Philippe II, était un guerrier féroce, très riche, buveur, coureur de jupons, et également un commandant très rusé. Philippe II a grandi dans l'armée. Il a été éduqué et formé, et il a appris les meilleures tactiques grecques de l'époque. Ce chef militaire est animé d'un rêve qui va contaminer l'esprit du jeune Alexandre le Grand. Unifier la Grèce et se venger de leurs ennemis héréditaires, les Perses, et leur empire immense. La Grèce et la Perse étaient ennemies depuis longtemps au IVe siècle avant notre ère. Elles se sont livrées une guerre de 50 ans au début du 5e siècle. Un long conflit qui a suscité une animosité importante entre les deux régions. Le roi perse devient le chef des affaires politiques en Grèce. Mais la Macédoine est une nouvelle puissance politique. Elle dispose d'une armée, d'une grande armée, et elle a la capacité d'affronter les Perses. En quelques années, Philippe II réussit l'exploit de créer une coalition des États grecs et se prépare à attaquer les Perses. En parallèle, il offre à Alexandre la meilleure éducation possible pour l'époque. C'est une éducation autant sportive qu'intellectuelle. Alexandre le Grand est un athlète parfait. Il a pratiqué le pentathlon, c'est-à-dire la course, le lancer du disque, le lancer du javelot, le saut en longueur et la lutte. Et puis, c'est aussi un excellent cavalier. Élève modèle, Alexandre parvient à donner tort à son père lors d'un moment qui va participer à la légende du futur pharaon. Le domptage du cheval bucéphale. Son père, Philippe II, a vu ce cheval sauvage qui courait dans tous les sens. Plusieurs personnes avaient tenté de le dompter en vain. Philippe était sur le point de le renvoyer quand Alexandre lui a dit « Père, laisse-moi essayer ». Et son père lui a dit plus ou moins « Alexandre, qui est très rusé, comprend que le cheval a peur de son ombre. Et donc il lui saute sur le dos, il relève la tête du cheval en direction du soleil. Il a tourné la tête du cheval pour qu'il n'y ait plus d'ombre et il a sauté sur son dos. Puis ils sont partis. Et après cela, Bucéphale et Alexandre sont restés inséparables. Mais ce n'est pas suffisant pour être un bon meneur d'hommes. Pour devenir un parfait leader, Alexandre doit apprendre des meilleurs. À l'âge de 13 ans, son père le confie au plus grand savant grec de l'époque, Aristote. Aristote sait tout ce que l'on peut savoir au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il donne à Alexandre des cours d'histoire, de géographie, de littérature et de politique, et il éveille la curiosité scientifique d'Alexandre le Grand. C'est dans ces conditions que Philippe II prépare Alexandre à lui succéder. Mais bien qu'il soit le fils du roi, le jeune prince a de la concurrence. La seconde épouse de son père met au monde 2 nouveaux fils. Un épisode qui, d'après certaines sources antiques, ne serait pas du goût de la mère d'Alexandre, la reine Olympias. Olympias, elle est incroyable, c'est presque un personnage de roman. Elle se sent vraiment très au-dessus de la mêlée. C'est pas une femme qui se considère comme une petite chose fragile. C'est une femme de tête, ambitieuse. Elle dort avec ses serpents.
Une femme très intéressante. Je n'aimerais pas la voir comme ennemie. Régulièrement humilié par le comportement du roi Philippe, son fils devient le sens de sa vie. Elle le programme à devenir un grand dirigeant, en lui disant qu'il est le fils de Zeus, la plus importante des divinités grecques, le dieu du ciel et de la foudre. Elle va faire comme toutes les mères ambitieuses de l'Antiquité, elle le conditionne pour qu'il devienne un homme extraordinaire. Elle lui met une énorme pression, elle lui booste son ego autant que possible. C'était une femme très forte. Elle voulait s'impliquer dans la politique et elle l'a fait. Elle l'a vraiment fait. Nous sommes en 336 avant notre ère. Philippe II est assassiné par l'un de ses gardes du corps. Il a été tué, assassiné, le jour du mariage de sa fille. Par qui? C'est une bonne question. Ils avaient arrêté quelqu'un, mais nous ne savons pas qui a réellement donné l'ordre. Serait-ce Olympias? Le roi perse, Darius III? Rien ne permet de l'affirmer. Toujours est-il que dans le chaos qui suit ce meurtre, Alexandre est proclamé roi des Macédoniens. Il a tout juste 20 ans et doit faire ses preuves. Mais il sait qu'il est prêt. Alexandre a appris de son père. Il a été formé par son père. Et il était très courageux, dès le début. Dès son accession au trône, il nourrit de grandes ambitions pour son royaume, à commencer par accomplir le rêve de son père. Philippe II rêvait d'arrêter les Perses, mais il est décédé avant que cela ne se produise. Alexandre a décidé que c'était son destin d'accomplir cela. Alors il a pris la tête de son armée pour l'entraîner et se préparer à affronter les Perses. Il se lance dans un projet qui est complètement fou, complètement démentiel, réaliser la conquête de l'immense empire perse, et cela avec uniquement 40 000 hommes, donc il est d'ailleurs largement donné perdant. L'empire perse est le plus vaste du monde. Il s'étend des Balkans à la vallée de l'Indus. L'attaquer, c'est prendre d'énormes risques. Mais cela ne fait pas peur à Alexandre, qui aspire à marquer l'histoire. Alors que l'armée de son père est prête à le suivre sur les traces des Perses, Alexandre doit affronter un ennemi inattendu. La mort de Philippe II a fragilisé la coalition des États grecs. En quelques mois, le jeune roi réussit le tour de force de rétablir l'ordre au sein du monde grec en faisant preuve d'un leadership extraordinaire. C'est parce qu'il va gagner ses lettres de noblesse sur le champ de bataille en Grèce qu'il va pouvoir lever une armée qui va le suivre jusqu'au bout du monde au sens littéral. Alexandre est déjà reconnu par son armée comme un chef de guerre extrêmement intelligent. C'est un très grand stratège. Le jeune roi de Macédoine ne le sait pas encore, mais il est au début d'une campagne qui va durer 8 ans. 8 années qui vont le mener aux confins du monde et sur le trône d'Égypte. Alexandre a débuté une épopée de plus de 10 000 kilomètres, de la Macédoine à la vallée de l'Indus. C'était un périple d'une ampleur impossible en une seule vie, d'une ampleur inimaginable. Il a commencé ce voyage en traversant l'Anatolie et il a mené sa première bataille importante à Issos. Après 1 an et demi de victoire militaire, Alexandre a rendez-vous avec l'histoire aux portes de la Syrie actuelle, à Issos. Face à lui, l'ennemi de son père, le roi perse, Darius III. Darius III arrive sur le champ de bataille persuadé qu'il va gagner. Il fait donc venir toute sa famille, sa mère, sa femme, ses enfants, pour assister à sa victoire. Mais il s'avère qu'Alexandre le Grand était bien plus fort qu'il l'imaginait. L'armée perse est largement supérieure en nombre
Les sources antiques exagèrent un petit peu, mais enfin, il doit y avoir au moins 120 130 000 soldats du côté des Perses contre 40 000 environ du côté d'Alexandre. Mais cette infériorité numérique n'effraie pas Alexandre. Fin tacticien, il sait qu'il peut s'appuyer sur l'art redoutable de la phalange macédonienne héritée de son père. En subdivisant son armée en blocs compacts de soldats équipés de lances de 3 mètres de long, le roi possède une machine de guerre effroyablement puissante. Alexandre est le premier à attaquer. Il est là, il inspire ses soldats. Il est très courageux. Et cela a joué un rôle important. Darius est resté en retrait. Alexandre le Grand va montrer qu'il est un grand stratège et il va innover avec une nouvelle tactique, la tactique du marteau et de l'enclume. Il va séparer ses troupes pour prendre les troupes perses à revers et les prendre en étau. Alexandre, qui mène la charge de la cavalerie macédonienne, réussit à bousculer l'armée de Darius. Surpris par la manœuvre audacieuse et spectaculaire d'Alexandre le Grand, Darius III sait qu'il vient de perdre le rapport de force. La confusion règne dans ses rangs lorsque l'impensable se produit. Les troupes de Darius vont être complètement désorientées et vont être obligées de se replier. Darius va s'enfuir comme un lâche et ça va être la première grande victoire d'Alexandre le Grand. C'est une fuite honteuse parce que Darius ne prend même pas le temps d'aller récupérer les femmes de sa famille qui l'abandonnent dans son camp. Les soldats perses se rendent rapidement lorsqu'ils voient leur souverain fuir. Bien qu'il n'ait pas capturé Darius III, Alexandre le Grand savoure son succès. Il vient de battre l'armée la plus puissante du monde en perdant une poignée d'hommes dans la bataille. Visionnaire, le jeune roi macédonien fait preuve d'une clémence sans précédent. C'est une immense victoire pour Alexandre, qui en plus s'empare des femmes de Darius III. Alors, il va les respecter, il ne va pas violer la belle Statira. Il jette déjà les bases de sa politique de conciliation avec les élites de l'Orient et il respecte les femmes de l'aristocratie perse. Mieux, il considère les proches de son ennemi en fuite comme sa propre famille. C'est le début du grand projet d'Alexandre. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment marquer l'entourage d'Alexandre. Ce n'est pas un conquérant absolument sanguinaire. Il essaye de rentrer véritablement dans cette idée de sagesse. Et là, il semble que Darius ait voulu faire la paix avec Alexandre et qu'Alexandre ait dit « Non, je ne veux pas de paix, je prends tout ». Bien qu'il ait déjà été blessé au combat à plusieurs reprises, Alexandre le Grand est décidé à s'emparer de tout l'empire de Darius III. Mais pour y parvenir, le jeune conquérant macédonien doit entrer en possession d'une terre aux mains des Perses qu'il convoite depuis ses débuts, l'Égypte. L'Égypte était une région importante de la Méditerranée. Elle partageait une frontière avec le Levant. Alexandre s'intéressait également à l'Arabie, qui était une route vers la mer Rouge. L'Égypte était donc un emplacement stratégique. La terre des pharaons possède surtout le plus grand de tous les trésors indispensables à la survie d'une grande armée. Une richesse naturelle permettant de gagner toutes les guerres du monde. L'Égypte était le grenier des Perses et d'une partie du monde. Un pays prospère qui possédait de l'or, mais également de l'or alimentaire, le blé. Les fameuses crues du Nil permettent d'avoir des récoltes exceptionnelles qui permettent de nourrir une bonne partie de la Méditerranée antique. Si Alexandre parvenait à contrôler l'Égypte, il pourrait nourrir son armée et mettre en œuvre son projet visant à dominer les Perses et à diriger un immense empire. Mais ce n'est pas la seule raison. Alexandre souhaite réaliser un rêve intime et révéler au grand jour un secret inavouable jusqu'alors. Alexandre rêve de ce pays parce que, en Égypte, le pharaon n'est pas un simple roi. C'est un dieu. Et ça, dans le monde grec, c'est interdit. Les hommes ne sont que des hommes. Forcément, quand on est un immense conquérant et qu'on rêve finalement
D'être considéré comme un héros, voire un dieu sur Terre, le seul moyen de le devenir, c'est de devenir pharaon. Alexandre le Grand était fasciné par les grands pharaons et par les religions de l'Égypte antique. Il voulait imiter les anciens rois égyptiens et épouser leur conception d'un roi à la fois dieu et humain. Ainsi, il voulait marcher dans les traces des anciens souverains d'Égypte. Lorsqu'Alexandre le Grand et son armée arrivent en Égypte en 332 avant notre ère, la terre des pharaons a perdu de sa superbe. Elle n'est plus que l'ombre de cette civilisation extraordinaire qui nourrit tous les fantasmes des philosophes grecs. L'Égypte des pharaons, au IVe siècle avant Jésus-Christ, n'est déjà plus ce qu'elle était. Il n'y a plus de grands pharaons, c'est un pays qui est en train de sombrer, en fin de cycle, on dirait. Les Égyptiens étaient gouvernés par les Perses, qu'ils n'aimaient pas du tout. Ils étaient donc très heureux à l'idée qu'Alexandre puisse venir les libérer de leurs ennemis. Alexandre le Grand défait facilement les garnisons perses aux portes du Nil. Lorsqu'il arrive à Péluse, il est accueilli avec honneur par les Égyptiens. Alexandre est acclamé comme un véritable libérateur par les Égyptiens, qui avaient une mauvaise image des Perses. À contre-courant, Alexandre gagne aussi la bataille du cœur. Là où les Perses ont échoué en plusieurs siècles de présence coloniale, il réussit le tour de force de se faire aimer des Égyptiens. Alexandre était brillant, non seulement sur le plan militaire, mais également en diplomatie. Il savait que le moyen de gagner le cœur et l'esprit du peuple était de se débarrasser des Perses, mais aussi d'adopter les coutumes égyptiennes. Et c'est ce qu'il a fait en vénérant leurs dieux. Quelques jours plus tard, Alexandre arrive à Memphis, la capitale du nord de l'Égypte, où ont régné les grands pharaons de l'ancien empire, tels que Djoser, Khéops et Képhren. Dans ce lieu symbolique, il est reçu par le grand prêtre de Ptah, le dieu de la ville. Cette rencontre fige dans le temps le destin du jeune conquérant en terre égyptienne. Nous sommes en 331 avant notre ère. Alexandre le Grand, roi de Macédoine, entre un peu plus dans l'histoire en devenant pharaon d'Égypte. Il reçoit le pschent, donc la double couronne pharaonique, et toute une titulature pharaonique. 2 cartouches. Dans le premier cartouche qui correspond au nom de naissance, on lit Alexandros transcrit en hiéroglyphes, c'est donc le premier pharaon grec, et dans le cartouche correspondant au nom de couronnement, on lit Setepenré Mériamon, c'est-à-dire choisi par Ré, aimé d'Amon. Ré et Amon, 2 des dieux les plus importants du panthéon égyptien. Pour marquer son accès au trône d'Égypte, il cherche à s'inscrire dans les pas de l'un des plus grands souverains de l'histoire du royaume des 2 terres. Setepenré Mériamon, c'est en fait le nom de couronnement de Ramsès II, qu'Alexandre reprend. Il est le nouveau Ramsès II et il va incarner une sorte de renaissance de la culture égyptienne. L'une des premières choses que fait Alexandre le Grand en tant que pharaon est de montrer du respect envers les traditions égyptiennes. Nos équipes ont obtenu l'autorisation de pénétrer dans un lieu insolite qui nous plonge au cœur des débuts de son règne en Égypte. L'égyptologue Salima Ikram nous ouvre les portes du Sérapéum de Saqqara, situé à quelques kilomètres de Memphis. Nous sommes ici au Sérapéum de Saqqara, et derrière ces portes se trouvent les tombes des taureaux sacrés Apis. Le taureau Apis était un taureau sacré, censé contenir l'esprit du dieu Ptah. Durant sa vie, cet animal était donc vénéré, soigné, doté des pouvoirs d'un oracle. Et lors de sa mort, il était enterré en grande pompe dans une tombe au cœur de ce Sérapéum. Alexandre le Grand a le privilège d'enterrer un taureau sacré. C'est un événement marquant dans la vie d'un pharaon.
Pour un pharaon, c'était un grand honneur de pouvoir célébrer un taureau Apis pendant son règne. Mais cela n'arrivait pas toujours. Cela dépendait de la durée de vie du taureau et du moment de sa mort. Comme pour les pharaons, son cadavre est momifié durant un rituel de 70 jours. Bien que les égyptologues aient des informations sur son inhumation, sa sépulture reste introuvable. Comment savoir laquelle de ces 19 tombes aurait abrité le taureau d'Alexandre? Malheureusement, nous ne savons pas de quel Apis il s'agit, car il n'y a pas d'inscription ou d'autres éléments qui le confirment. Mais nous pensons qu'il y a eu l'enterrement d'un Apis et la préparation d'un nouvel Apis pendant le règne d'Alexandre. Il est donc probable que l'un des sarcophages de cette section du Sérapéum appartienne à l'Apis d'Alexandre le Grand. Alexandre se rend ensuite dans le désert de Libye pour consulter un oracle porteur du message des dieux. Cet oracle n'est pas n'importe qui. C'est le passeur de la parole d'un dieu pas comme les autres. Zeus Amon. Zeus Amon n'est pas seulement une divinité égyptienne. Zeus Amon est aussi une divinité grecque. Dans le temple de l'oracle de ce dieu gréco-égyptien, Alexandre écoute le message divin. Et ce qu'il apprend bouleverse complètement le jeune pharaon. Les textes nous racontent que le prêtre a la langue qui fourche et qui le reconnaît comme étant le fils du dieu. Il a renié Philippe II comme son père. Officiellement, c'est le dieu Amon qui est entré dans le lit de sa mère Olympias sous la forme d'un serpent et qui est à l'origine de la conception, c'est la conception divine d'Alexandre. Fils du dieu, c'est exactement ce qu'on retrouve dans tout le protocole royal égyptien. Donc Alexandre a la légitimité pour devenir pharaon. C'est ainsi qu'Alexandre devint le fils de Zeus Amon. C'est précisément ce qu'il voulait entendre dire, qu'il était comme tous les grands héros avant lui, immortel. Et cela, bien sûr, est très conforme à la tradition égyptienne. En se conformant aux règles égyptiennes, en se comportant comme un Égyptien, il a imprégné le cœur et l'esprit du peuple et a donc vraiment réussi à conquérir l'Égypte et à y établir un bastion pour son empire. En quelques mois, Alexandre pose les bases d'une Égypte nouvelle. Il fonde la 32e dynastie égyptienne. Réformateur, il met en place une administration forte, avec un préfet en Haute et en Basse-Égypte. Jusqu'alors, la civilisation égyptienne était en décadence sous la domination perse. Avec Alexandre, la décadence est terminée, c'est une renaissance religieuse et architecturale. Ça lui a donné une puissance spirituelle et politique, lui offrant des forces pour partir dans cette conquête et réaliser tous ses rêves. Dans la lignée des 300 pharaons qui ont régné sur le royaume d'Égypte avant lui, le désormais dieu Alexandre se fait représenter comme tel. Le premier pharaon grec de l'histoire égyptienne y va de sa propagande personnelle, en prenant comme modèle les statues colossales de Ramsès II et Amenhotep III. Il est représenté avec les cornes de Zeus Amon. Les pièces de monnaie frappées le montrent également avec ses cornes spéciales. Et il semble que les Égyptiens le considéraient avec beaucoup de respect. Les représentations d'Alexandre le Grand en Égypte restent rares, si bien que certaines d'entre elles posent question, comme cette statue monumentale du musée du Caire. L'égyptologue Meredith Brandt nous explique le mystère qui entoure ce colosse. Tous les éléments font penser à Alexandre. Il y a les cheveux un peu décoiffés avec un style grec, une couronne très égyptienne. Il porte le kilt qu'on associe au roi de l'Égypte ancienne. Bien souvent, c'est ainsi qu'Alexandre se présentait. Mais ce colosse suscite la controverse car il ne porte pas d'inscription. Serait-ce la statue d'Alexandre le Grand en tant que pharaon? Impossible de l'affirmer. Mais lorsque l'on compare son visage avec celui de sa statue, la ressemblance saute aux yeux. Voici le véritable Alexandre le Grand. Il est jeune, vigoureux, intelligent, actif. Cette statue est presque un élément de propagande pour Alexandre le Grand. Elle le présente au monde comme quelqu'un d'athlétique et puissant.
Ses cheveux sont en bataille, en mouvement, comme s'il courait, qu'il avait une mission à accomplir. Elle le présente comme un conquérant plein de fougue. Après avoir conquis les cœurs des Égyptiens, il veut faire de la terre des pharaons une place forte de son empire. Pour ce faire, il décide de bâtir une ville qui doit exprimer sa force et son rayonnement. Une ville qui doit entrer dans la légende. Alexandre devait fonder une nouvelle capitale parce que Péla était désormais trop excentré par rapport aux conquêtes d'Alexandre. Alexandre était aussi un visionnaire. En observant la topographie de la côte nord de l'Égypte, il s'est dit, il nous faut des ports, il nous faut des moyens de transport pour faire du commerce et déplacer nos troupes. La ville mythique de l'Antiquité. Première de la vingtaine d'Alexandries qui seront construites aux quatre coins de l'Empire, l'Alexandrie d'Égypte, imaginée par le pharaon macédonien, est aussi gigantesque que luxueuse. Il va y avoir les palais, la construction bien sûr du phare d'Alexandrie, la construction de la grande bibliothèque. Alexandrie est devenue le joyau de la Méditerranée. C'était l'une des plus belles villes du monde et certainement la ville la plus cosmopolite de l'époque. Mais Alexandre ne verra jamais sa capitale terminée. Lorsqu'il la quitte au printemps 331 pour poursuivre son rêve de conquérir le monde perse, il est loin de s'imaginer qu'il ne reviendra plus en Égypte de son vivant. En octobre 331 avant notre ère, Alexandre fait de nouveau face à Darius III sur le site de Gogamel, dans le nord de l'Irak actuel. La bataille de Gogamel aurait dû marquer le grand retour de Darius III. Mais là encore, Alexandre va être un fin stratège. Il va placer ses lignes face à celles de Darius III et il sait que Darius va envoyer en premier ses chars à faux. Des chars à faux. Ce sont ces chars conduits avec de longues lames fixées sur les roues. Une machine de guerre infernale qui ampute tous les membres situés à hauteur du mollet. Mais comme Alexandre est plus malin, il va conduire les chars à faux dans des pièges, c'est-à-dire qu'il va écarter ses hommes pour que les chars à faux rentrent à l'intérieur et tuer le cocher et les chevaux. Fin des chars. Alexandre, à nouveau, adopte la même tactique qu'à Issos. Il charge à la tête de la cavalerie et il met en fuite Darius, qui, à nouveau, prend la fuite de manière tout à fait déshonorante vers l'Orient, vers le nord de l'Iran, où d'ailleurs il va être assassiné quelque temps plus tard par son entourage, parce qu'il est trop pitoyable. Après sa victoire historique, Alexandre le Grand continue d'écrire sa légende. Lorsqu'il entre à Babylone, la capitale de l'Empire perse, il est accueilli par ses habitants avec les honneurs. À ce moment, l'Empire perse se rend compte que les dés sont jetés. Ainsi, de nombreux satrapes ou gouverneurs déposent leurs armes pour unir leurs forces et prêter allégeance à Alexandre le Grand. Il récupère ce trésor de Babylone. C'est un trésor absolument faramineux. On pense à 200, 300 tonnes d'or, donc c'est des quantités absolument énormes. Et donc ce passage à Babylone va lui permettre d'avoir le moyen de ses ambitions. Entre octobre 331 et le printemps 325 avant notre ère, Alexandre conquiert la totalité de l'Empire perse. Il va même plus loin, là où aucun conquérant occidental n'est allé avant lui, sur les rives de l'Indus, entre l'Inde et le Pakistan actuel. Il a fait des conquêtes allant du nord de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde, et tout ça en quelques années seulement. C'est une épopée qu'on n'oserait même pas écrire en tant que romancier. Gravement blessé, Alexandre parvient tout de même à mener son armée à la victoire en Inde. Mais la défiance se crée dans ses rangs. Fatigué par ses rêves de conquête, une partie de ses soldats veut rentrer en Macédoine. De plus, Alexandre s'est marié avec une princesse perse, Roxane, ce qui est mal vu par ses hommes.
Il n'a pas inventé cette stratégie. Les mariages arrangés pour des raisons politiques existaient déjà dans l'histoire, et notamment dans l'histoire des familles royales macédoniennes. Roxane n'était pas grecque, c'était une barbare, et Alexandre a été critiqué par ses amis, par ses proches. Nous savons qu'il a eu des querelles et des ennuis à ce sujet. Affaibli dans ses rangs, Alexandre devient paranoïaque et sombre dans l'alcool. Bien qu'il devienne de plus en plus imprévisible, ses rêves de gloire ne s'arrêtent pas là. Il reste à Babylone en attendant de partir à la conquête de l'Afrique. Mais il ne quittera plus la ville de son vivant. Au cours de l'hiver 324 avant notre ère, Héphestion, son ami de toujours, le véritable amour de sa vie, meurt de maladie. Inconsolable, le pharaon Alexandre le Grand consulte l'oracle d'Amon. Suite à sa visite, il décide de dédier un culte héroïque à son amant. Héphestion devient désormais une figure légendaire et mythique inoubliable. Mais sa disparition sonne la fin du conquérant. Le 31 mai 323 avant notre ère, Alexandre organise un banquet gargantuesque pour ses hôtes. Il boit de plus en plus, sans aucune limite. Et au milieu de la soirée, il s'effondre, comme frappé par la foudre. Le lendemain, il se réveille avec une importante fièvre. C'est le début de 2 semaines d'agonie au cours desquelles l'homme le plus puissant du monde souffre le martyre. Sa colonne vertébrale et ses articulations ne tiennent plus le choc et sont très douloureuses. Il y a tous les ingrédients jusqu'au drame, finalement. Alexandre le Grand s'éteint le 10 juin à Babylone. Il allait avoir 33 ans. Il meurt dans la fleur de l'âge. On est vraiment avec toute cette légende qui se marque au fur et à mesure. Personne n'attendait la mort d'Alexandre et les textes nous disent que son corps est presque laissé comme ça. Les gens sont dans un tel état de sidération qu'ils ne savent pas quoi faire. Les causes de sa mort restent entourées de mystères. Comment ce guerrier, qui a vaincu les ennemis les plus redoutables sur les champs de bataille, a-t-il pu mourir si jeune ? Dans les sources antiques, on dit généralement qu'il est mort d'empoisonnement, mais aujourd'hui les historiens en doutent. Certains disent qu'il est mort d'une forte fièvre, d'autres d'un coma éthylique. Où est la vérité ? Alexandre a traversé des terres inconnues jusqu'alors. A-t-il pu être atteint d'une maladie incurable ? On est bien renseigné sur les derniers jours d'Alexandre, ce qui a permis aux médecins d'essayer de faire un diagnostic post-mortem. Alexandre était un jouisseur et il fréquentait des zones inhospitalières. Il aurait pu contracter le paludisme. On sait qu'il est tombé très malade, délirant à cause de fortes fièvres. Sa mort inattendue marque la fin de ses conquêtes et de son rêve. Jamais un empire n'avait été aussi grand. Jamais quelqu'un n'avait réussi à cumuler autant de victoires et à repousser les limites d'un empire aussi loin. Comment honorer alors la mémoire de ce conquérant légendaire ? Que va-t-on faire du corps d'Alexandre le Grand ? On ne va pas le laisser à Babylone. Donc pour le transporter, il n'y a pas 1000 manières de faire. On va faire comme les pharaons, on va le momifier. En Macédoine, la tradition est d'incinérer le corps du défunt. Mais ce n'est pas ce qu'Alexandre voulait. Avant de mourir, il avait confié à ses proches qu'il souhaitait que son corps soit momifié et enterré dans le temple d'Amon à Siwa en Égypte, où il avait obtenu la révélation des dieux. Il faut absolument conserver ce corps qui est la dépouille d'un dieu. Et son corps est momifié à Babylone. Mais la décision du roi d'être enterré en Égypte comme un pharaon n'est pas respectée. Sa momie devient un véritable enjeu dans ce qui est le début d'une terrible guerre de succession. Bien que Roxane soit enceinte du fils d'Alexandre le Grand, héritier légitime de son trône, ses fidèles généraux commencent à se livrer une bataille sans merci pour le remplacer. Il n'y avait pas de successeur suffisamment âgé pour gérer quoi que ce soit. Naturellement, des complots ont vu le jour et son empire a commencé à se fractionner, les différents généraux militaires voulant s'en approprier une partie. Alors que le corps du grand conquérant est en route pour rejoindre la nécropole royale de sa dynastie à Égée en Macédoine,
l'impensable se produit. Ptolémée, gouverneur d'Égypte et l'un des plus fidèles généraux d'Alexandre le Grand, envoie des hommes pour attaquer le convoi. Ptolémée savait que celui qui enterrerait le roi de Macédoine pourrait prétendre à la succession. Il décide donc de s'emparer du corps et de l'emmener en Égypte afin d'enterrer Alexandre. Une fois qu'Alexandre arrive sur place, Ptolémée gagne toute la légitimité nécessaire en Égypte et dans une grande partie de la Méditerranée orientale. Il prend le relais en quelque sorte en utilisant Alexandre pour valider son pouvoir. Ptolémée fait momifier une nouvelle fois le corps du pharaon et le fait enterrer provisoirement à Memphis avant qu'il soit déplacé à Alexandrie. Là, il exhibe sa momie dans un magnifique sarcophage à l'intérieur d'un tombeau qui doit être sa dernière sépulture. C'était un incroyable sarcophage en cristal, rempli de miel, et dans lequel son corps était comme suspendu. On avait l'impression qu'il était toujours vivant. Cet effet était puissant, car Alexandre ressemblait à un roi endormi qui pourrait revenir se relever et sauver son pays. C'est au IIIe siècle, alors que l'Égypte est sous domination romaine, que le corps, le sarcophage et le tombeau d'Alexandre le Grand se perdent dans les méandres de l'histoire. Depuis, leur recherche est l'objet d'une quête insatiable d'archéologues en tout genre. Mais la tâche est loin d'être simple. Il se peut qu'il soit enterré près d'ici. Nous savons, d'après les historiens de l'Antiquité, qu'Alexandre repose quelque part dans la ville. Et c'est là où nous nous trouvons selon le plan. Qui sait, Alexandre est peut-être juste sous nos pieds. Il est hors de question aujourd'hui de casser tous les immeubles pour voir ce qu'il y a en dessous, mais ça reste quand même un très grand mystère. Nous ne savons pas où se trouve Alexandre. En un siècle et demi, plus de 60 missions archéologiques ont été menées, sans résultat. Mais à Alexandrie, un site continue d'intriguer les égyptologues. Il est fermé au public, mais nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y pénétrer avec Thomas Fauché, le directeur du Centre d'études alexandrines. Nous nous trouvons au tombeau d'Albâtre. C'est un monument vraiment extraordinaire avec ses grands pans de murs en albâtre et qui rappelle vraiment les tombes macédoniennes. Ce tombeau d'Albâtre, ce matériau naturel blanc, est situé près de l'ancienne voie canopique à l'entrée de la ville, un endroit qui était très fréquenté à l'époque qui suit le règne d'Alexandre. Son architecture rappelle celle du tombeau de Philippe II, le père d'Alexandre le Grand. À l'extérieur, il était recouvert d'un tumulus, une sorte de butte de terre, exactement comme les sépultures macédoniennes découvertes dans le nord de la Grèce. Cette tombe est accessible via un escalier, mais l'extérieur étant en fait surplombé de terre, et donc les aspects extérieurs ne sont pas travaillés puisqu'ils ne sont pas visibles par le public. Donc il faut imaginer une descendrie, une antichambre, et puis le naos, là où se situerait le sarcophage du roi Alexandre. La pierre utilisée est d'une grande finesse, parfaitement travaillée, tout comme la porte, taillée dans la roche. Presque aussi lourde que le granit, cette pierre a nécessité une importante logistique pour être amenée et taillée ici. Tous ces détails posent question. Ce tombeau aurait-il été construit pour vénérer Alexandre ou pour accueillir un temps sa momie? Le mystère du tombeau d'Albâtre n'a jamais été résolu. Ce qui est sûr, c'est que ce bâtiment est extrêmement important. Il est extrêmement bien fait, il a dû coûter très cher, donc on ne peut pas imaginer que ce soit quelque chose d'autre qu'un monument royal. Est-ce que c'est un temple, une espèce de facsimilé du tombeau d'Alexandre pour les voyageurs, pour les pèlerins qui viennent à Alexandrie? On ne peut pas le savoir, mais on peut l'imaginer. Qu'est-il arrivé au tombeau d'Alexandre le Grand? Dès le IVe siècle, d'importants séismes touchent Alexandrie. La mer envahit les terres et emporte avec elle certains bâtiments. Tous les indices convergent vers une seule hypothèse. Le tombeau d'Alexandre, le premier grec d'Égypte, serait désormais sous la mer, tout comme celui de la dernière reine pharaon, Cléopâtre. Les fouilles pour trouver le tombeau d'Alexandre continueront toujours, malgré le fait qu'il est quand même extrêmement vraisemblable qu'on ne retrouvera jamais le sarcophage. Mais
l'histoire continue, le mythe continue, et les gens ont besoin d'avoir du tangible, de trouver quelque chose. Donc il y aura toujours des nouvelles fouilles pour essayer de retrouver au moins l'emplacement du tombeau d'Alexandre. Si son tombeau reste introuvable, sa capitale, Alexandrie, devient celle des Ptolémées, la dernière des 33 dynasties égyptiennes. Son rêve d'universalisme et sa volonté d'unir les peuples restent un précieux héritage admiré à travers le monde. Alexandre a accompli l'impossible. Il a tenté d'établir un empire où toutes les personnes, toutes les langues, toutes les religions étaient acceptées. Ce qui relevait de l'utopie à cette époque. Conquérant ultime, Alexandre le Grand a surtout conquis les cœurs des Égyptiens, en respectant leur culture. Une initiative novatrice et pionnière dans l'histoire des civilisations. Souverain légendaire, Alexandre le Grand s'est inspiré de nombreux autres rois mythiques. Parmi eux, un pharaon au destin unique, aux origines de l'Égypte antique. Djoser. Saqqara. Ici trône la plus ancienne pyramide d'Égypte antique, mais aussi la plus mystérieuse. Ce bijou architectural unique au monde a été construit à la gloire d'un homme, l'un des plus grands rois de l'Antiquité, Djoser. Djoser, c'est un peu le premier grand pharaon de l'histoire. Il va faire partie de ces grands bâtisseurs qui vont contribuer à forger cette Égypte antique que nous avons tous en tête dans notre imaginaire collectif. Djoser était l'un des rois les plus innovants que l'Égypte ait connus. Qui est Djoser, l'homme derrière la légende? Pour percer le secret de ce pharaon énigmatique, il faut suivre le travail d'égyptologues de terrain, remonter le temps et se rendre à la cour d'Égypte, il y a 4700 ans. Nous sommes à Memphis, capitale de l'Égypte pharaonique, à 30 km au sud du Caire actuel, il y a près de 47 siècles. Tout porte à croire que Djoser naît ici dans les plus beaux palais de la cité. Il est le fils du pharaon Rasserémoui. Son prénom signifie l'apparition des deux puissances. On connaît le prénom de la mère de Djoser, Ni-ma-ta-pi, puisqu'elle fut la femme, la reine de Rasserémoui. À l'époque, l'Égypte antique n'existe que depuis 3 siècles. Les anciens Égyptiens sont loin de s'imaginer qu'ils vont devenir la civilisation la plus longue de l'Antiquité, répartie sur plus de 33 dynasties. Les Khéops, Ramsès II, Toutankhamon, Cléopâtre ou encore Hatshepsut ne verront le jour que des siècles et des millénaires plus tard. On est avec un pouvoir monarchique qui s'affirme et qui peut remonter en influence jusqu'à la bande de Gaza. Rasserémoui, le père de Djoser, est l'un des points de départ d'une longue lignée qui marquera à jamais les premières pages de l'histoire du royaume d'Égypte, la 2e dynastie. Pendant son règne, il y a de nombreuses preuves de combats et de guerres contre les peuples du Nord. Et il semble que ce soit le père de Djoser, Rasserémoui, qui ait stabilisé puis mis fin à ce conflit. Promis à un brillant avenir, on imagine aisément la vie du jeune prince Djoser à la cour de l'homme le plus puissant de l'Égypte antique. Une vie faite d'opulence, de pouvoir et d'un cadre d'éducation sans commune mesure avec ce qui existe dans le reste du pays. C'est dans ce contexte de stabilité politique que le jeune Djoser, également appelé Djeser, monte sur le trône d'Égypte aux environs de l'an 2691 avant notre ère. Dans la tombe de Rasserémoui, on a retrouvé des sceaux avec le nom de Djeser et le nom de la mère de Djeser, ce qui nous prouve qu'il a piloté les funérailles de son père. Et en pilotant les funérailles de son prédécesseur, vous êtes le successeur désigné. Une fois pharaon, Djoser hérite d'un pays fort et unifié avec son lot de défis à relever.
Il a dû être soldat car il a mené des expéditions dans le Sinaï, où il s'est battu contre des peuples, contre des soulèvements de tribus notamment. Mais le temps de la guerre ne semble pas durer. Il a d'autres projets et de grands rêves. Il souhaite continuer dans la lignée de son père et doter l'Égypte de tout ce qui pourra faire d'elle un modèle de civilisation, la plus grande que la Terre ait jamais connue jusqu'alors. Il vit à une époque où l'Égypte est en paix. Elle est riche et bien organisée sur le plan administratif, un véritable âge d'or. Il va renforcer ce pouvoir monarchique en nous faisant des monuments absolument incroyables. Il n'est pas monopolisé par des batailles à mener contre les régions du Nord. Il peut donc penser à construire un monument sans précédent. Djoser prend le pari fou de réaliser un complexe funéraire sans précédent. D'une superficie de 15 hectares, cette ville des morts doit être magnifiée par la première pyramide jamais construite. Cette pyramide à degrés gigantesques nous montre que Djoser était innovant. Il était audacieux et créatif. Il a voulu faire quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Mais Djoser n'y serait vraisemblablement pas arrivé sans des alliés de taille. Des personnes de l'ombre qui vont contribuer au succès de son règne. Sa femme, ses enfants et son bras droit, Imhotep. Le pharaon semble être avant toute chose un homme de famille qui a placé les femmes au cœur de son règne. Le temps a épargné un précieux trésor de leur présence et de leur place aux côtés du roi. L'égyptologue Salima Ikram nous conduit dans le complexe funéraire de Saqqara. Elle nous invite à contempler ces reliques extraordinaires, vieilles de plus de 4700 ans. Ce qui est étonnant ici, c'est que nous avons quelques parties bien conservées des statues du roi Djoser. Ce sont ses pieds et peut-être également les pieds d'autres membres de sa famille. Son père, sa femme, sa mère, sa fille, peut-être même lui parmi les dieux. Malheureusement, ce ne sont que les pieds. Mais c'est quand même intéressant car on a quelque chose de Djoser ici. Il y a 5000 ans, il faut imaginer qu'il y avait 4 statues colossales, dont Djoser au cœur de son complexe funéraire pour assurer la protection de sa pyramide. Les informations sur sa famille sont parcellaires, mais elles permettent de livrer le nom de sa reine. Elle s'appelle Téfernepti. On connaît Téfernepti, la femme de Djoser, grâce à 2 petites inscriptions. Les rois égyptiens avaient plusieurs femmes, mais ce que nous avons concernant Djoser, c'est le prénom d'une seule femme. Elle aurait été sa demi-sœur aussi. En Égypte antique, les rois et reines sont considérés comme des descendants des dieux. Afin de préserver ce lien suprême, les mariages entre frères et sœurs sont souvent imposés pour préserver la pureté de cette ascendance divine. Ainsi, ce couple de dieux vivants peut procréer et offrir au trône d'Égypte ses prochains pharaons. Seulement, d'après les informations dont les archéologues disposent, Djoser ne semble pas avoir eu de fils. Il y a sa fille, Inet-Khaes, et probablement une deuxième fille qui s'appelle Ni-Anr-Hator, mais là on n'en est pas encore vraiment sûr. À l'époque de Djoser, seuls les hommes peuvent devenir pharaons. Toute sa vie, il semble donc avoir régné en sachant que ses filles ne pourraient pas lui succéder à sa mort. Cependant, Djoser va consacrer sa vie à mettre en avant la famille royale. Il va même s'appuyer dessus pour asseoir un peu plus son pouvoir. La reine de Djoser, comme les reines de cette époque, semble avoir été très puissante. Elle aurait exercé un rôle de prêtresse et a été sans doute très importante pour le peuple. Les femmes sont garantes du pouvoir royal. La royauté se transmet par les femmes, d'où l'importance de la reine qui peut comme ça continuer la légitimité. Donc on sent que Djoser s'est vraiment appuyé sur son entourage féminin et les a bien mis en valeur. Djoser a aussi un autre allié de taille. C'est lui, Imhotep. Bien que le terme n'existe pas encore à l'époque, il est ce que l'on appelle un vizir. C'est le deuxième personnage le plus important du royaume, après le pharaon.
Le vizir du roi est comme son bras droit. Il gère les affaires du pays pour que le roi puisse se consacrer à ses nombreuses tâches. Il est en lien avec les dieux car il a des responsabilités religieuses. Il avait d'autres prérogatives que la gestion quotidienne du pays. Imhotep était également un magicien, un gardien des secrets, un grand prêtre de Ptah et de Ré. Mais Imhotep n'est pas un vizir comme les autres. Il a un talent unique dans le domaine des sciences et de l'architecture. Imhotep est peut-être le premier vizir que l'on connaît, une sorte de Léonard de Vinci de l'Égypte ancienne. C'est un personnage qui, en tant que directeur des constructeurs, va faire basculer véritablement la civilisation égyptienne dans la civilisation des très grandes constructions. Et c'est un tournant incroyable. La vision de Djoser, associée au génie d'Imhotep, est l'alliance parfaite pour porter la grandeur de l'Égypte à des sommets jamais atteints jusqu'alors. Ils formaient certainement un duo de choc qui collaborait parfaitement, un peu comme Batman et Robin. Je peux imaginer leur conversation, peut-être le soir. Ils parlaient de comment faire ceci ou cela, et Imhotep répondait que cela ne serait pas possible, mais qu'on pourrait le faire d'une autre manière, peut-être en dessinant un croquis sur le sable. C'est passionnant. Si Djoser n'avait pas eu Imhotep, il n'aurait pas pu gérer le pays et construire sa pyramide à degrés. Ensemble, ils s'apprêtent à accomplir de grandes choses. Mais par où commencer pour construire cette pyramide et ce complexe funéraire gigantesque? Ils ont tout d'abord besoin de ressources. Meredith Brandt est égyptologue à l'université américaine du Caire. Pour nous, elle exhume une ancienne carte qui montre les frontières de l'Égypte au temps de Djoser. Ce document permet de comprendre l'épopée du roi pour aller extraire des matières précieuses servant à accomplir son projet pharaonique. Djoser partait en expédition vers le Sinaï afin d'obtenir des matériaux précieux pour son économie, le cuivre et la turquoise. Et c'était tout un périple. Djoser habitait à Memphis, situé sur la rive occidentale du Nil. Alors, Djoser et son équipage ont dû traverser le Nil, puis le désert, et ensuite gravir les montagnes du Sinaï, où ils trouvaient du cuivre et de la turquoise. Djoser a gravé sur place une inscription comportant son nom et qui le présente comme le roi puissant de toute l'Égypte. Puis il a dû prendre le même chemin pour revenir dans sa capitale Memphis avec le cuivre et la turquoise et exploiter les matériaux et revenus ainsi générés pour construire sa pyramide à degrés ici à Saqqara. Saqqara, l'une des merveilles de l'Égypte antique. Une nécropole funéraire gigantesque et une ville en soi. Grâce au profit des mines du Sinaï et au talent d'Imhotep, la vision de Djoser peut enfin se concrétiser. Et elle dépasse tout ce qui a été imaginé jusqu'à présent. On n'a jamais eu quelque chose comme ça. Ça veut dire que ça fait à peu près 15 hectares. Là où on sait que certaines cités d'importance arrivent à peu près à 6 hectares. Donc c'est plus grand que tout. Dans ce complexe, dans ce rectangle, on peut mettre non seulement la pyramide de Djoser, qui est là bien sûr, mais on pourrait y mettre toute la grande pyramide de Khéops, et il resterait toujours de la place. Si ce complexe funéraire a perduré jusqu'à nos jours, c'est parce que ses concepteurs, Djoser et Imhotep, ont utilisé un matériau révolutionnaire pour l'époque. C'est le premier monument du monde fait en pierre. Ce qu'ils voulaient faire ici, c'était reproduire pour l'éternité la véritable ville de Memphis. Et il n'y a que la pierre qui préserve pour l'éternité. Memphis, la capitale de Djoser et de ses prédécesseurs. Il est difficile de connaître le nombre d'habitants à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que le pharaon vit dans la ville la plus peuplée du royaume. En bâtissant un complexe funéraire démesuré dans la nécropole de Saqqara, située à quelques kilomètres plus au sud, il espère créer une forme de vaisseau permettant à son peuple d'accomplir le but de leur existence. Le voyage vers l'au-delà.
Ceci est le moment clé de l'innovation et le véritable début du symbolisme égyptien. Les anciens Égyptiens pensent que la mort est un passage vers un lieu où séjournent les dieux, les purs et les damnés. Ils l'appellent l'au-delà. Ces représentations sur papyrus sont plus récentes que le règne de Djoser, mais elles illustrent parfaitement la conception de ce fameux voyage au temps du pharaon. Pour y accéder, ils doivent passer devant le jugement du dieu Osiris, un procès après la mort dans lequel le défunt doit comparaître pour pouvoir renaître et vivre éternellement. Dans la croyance des anciens Égyptiens et de Djoser, un individu est composé de plusieurs éléments tels que le nom, le corps, le cœur ou encore le double spirituel. Ce double, appelé Ka, est la composante essentielle permettant de passer devant Osiris et envisager le droit à l'éternité. Le Ka est la force vitale, c'est la force de vie. Le roi s'appelait le Ka des vivants. En principe, sa force vitale était primordiale et contenait la force vitale, mais aussi la force de vie du peuple de son royaume. Faire ressusciter le roi et son palais permettait donc aussi à tous ceux qui vivaient auprès de lui, à tous ses sujets, de ressusciter avec lui. Le corps physique du roi représentait le corps physique de l'Égypte. Si le roi était fort, l'Égypte était forte. Si le roi était faible, le pays tomberait en désuétude. Il ne prospérerait pas. Il n'y aurait aucune pluie, rien à manger, pas de bétail, et les ennemis prendraient le contrôle. Pour rendre l'Égypte et son pharaon forts, Djoser et Imhotep ont une idée pionnière qui marquera de son empreinte la civilisation pharaonique et l'histoire de l'humanité. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont construit un énorme hiéroglyphe symbolisant la résurrection, le tout au milieu d'un décor de faux palais pour conduire les Égyptiens vers l'éternité avec leur roi. Ce hiéroglyphe, c'est cet édifice colossal, la pyramide de Djoser. Un peu plus longue qu'un terrain de football et un peu plus haute que l'Arc de Triomphe à Paris, la pyramide de Djoser est un monument sans nul autre pareil. La pyramide représente le roi qui monte pour ressusciter dans l'au-delà. Elle est la pièce maîtresse du complexe funéraire, le poste de pilotage d'un vaisseau se dirigeant vers l'éternité. Ce paradis tant convoité des anciens Égyptiens et du pharaon Djoser. Son édification revêt aussi une symbolique un peu plus terrienne. La pyramide à degrés représente l'unification du pays et la stabilité du pays. C'est pour cela certainement qu'elle a été construite dès le départ. Innovateur et visionnaire, Djoser sort des sentiers battus et se différencie de ses prédécesseurs. Il fonde la troisième dynastie et avec elle l'Ancien Empire, l'une des périodes les plus fastes de la civilisation pharaonique. L'Ancien Empire verra non seulement l'avènement du règne de Djoser, mais aussi celui des grands Khéops et Khéphren. Le complexe de Djoser est un complexe funéraire, mais aussi un symbole de la royauté imaginé par un pharaon et qui essaimera pour les 2000 prochaines années. La construction de ce colosse de pierre permet aux archéologues de deviner la personnalité de ce pharaon. Parfaite association du génie humain et du progrès technique. Ce miracle architectural est sorti d'un esprit remarquable. Ce monument nous informe sur Djoser. Il nous raconte que c'était quelqu'un d'innovant, qui n'avait pas peur de prendre des risques. C'est un roi qui sait ce qu'il veut, intelligent et excellent gestionnaire, car il a pu réaliser ses rêves. Il possède les critères distinctifs d'un excellent souverain. Avec cette pyramide, on se retrouve véritablement avec un premier monument qui marque la grandeur du roi d'Égypte. C'est pas un roi, c'est un dieu. Cette pyramide doit être le tombeau de Djoser. Il doit être visible à des kilomètres à la ronde, afin que la puissance du pharaon et de l'Égypte rayonne aux quatre coins du royaume. Elle était éclatante dans la lumière, comme le reflet du soleil sur la neige. Un monument figé dans le temps
pour rappeler sans cesse la grandeur de l'Égypte antique et de son pharaon Djoser. Si le calcaire blanc, qui recouvrira les célèbres pyramides égyptiennes par la suite, n'aveugle plus les observateurs aujourd'hui, la taille de l'édifice impressionne toujours. À l'intérieur du complexe, tout est fait pour rendre hommage au dieu Djoser. Nous sommes ici dans le passage principal qui nous mène à la grande cour intérieure de la pyramide à degrés de Djoser. C'est là où les gens entraient et sortaient. Tous les prêtres et peut-être des gens qui venaient célébrer Djoser pour lui faire des offrandes passaient par cette entrée. Dans cette enceinte, juste à côté de la pyramide, se trouve ce que l'on appelle le Serdab, un lieu magique qui semble inviter le curieux à regarder à travers ces deux orifices. De l'autre côté, l'un des plus beaux joyaux du règne de Djoser se révèle au public, sa statue. Cette statue à l'intérieur représente le roi Djoser. Et il a une barbe superbe, une longue barbe artificielle. Son expression est décidée. Évidemment, nous ne savons pas à 100% s'il ressemblait à cela. Mais la statue reprend ses traits. Comme tout portrait, c'est un peu plus beau que la réalité. Ces trous ne sont pas là pour que nous regardions vers l'intérieur. Ils sont là pour que la statue de Djoser puisse regarder à l'extérieur, puisqu'ils sont construits depuis sa perspective. C'est ici que les gens venaient, faisaient des offrandes, priaient le roi qui demeurait pour l'éternité. Seulement, la statue est une copie. L'original se trouve ici, au musée du Caire, et son étude révèle bien des surprises sur le pharaon. Ce lieu est rempli d'objets anciens, mais celui-ci est parmi ses chefs-d'œuvre. Il s'agit de la statue authentique de Djoser. C'est la première statue à taille réelle de l'Égypte ancienne. C'est à l'échelle 1. Cette image du roi Djoser pourrait être la plus ressemblante, et elle est à sa taille. Il est représenté assis sur le trône, enveloppé dans sa robe Hebseb, qui indique qu'il fête le jubilé de son long règne. Donc, il est probablement vers la fin de son règne, après avoir célébré ce moment exceptionnel, cette fête qui le désigne comme un grand roi à la longue et brillante carrière. En inspectant plus en détail la statue, Meredith Brandt nous révèle l'incroyable secret qu'elle renferme. Sur cette frise à ses pieds, on peut y lire le nom du pharaon. Et contre toute attente, ce n'est pas Djoser qui est écrit. Sur le devant de la statue, il y a un cartouche qui nous annonce de quel roi il s'agit. Et c'est écrit le nom Nedjeritchet. Ce n'est pas le nom de Djoser. Nedjeritchet, c'est-à-dire celui aux chairs divines, au corps divin, et sans doute celui au ventre divin. D'où vient ce nom? Comment expliquer cette étrange découverte? Pendant son règne, il était connu sous le nom de Nedjeritchet. Il n'était pas appelé Djoser. C'est plus tard que les écrivains égyptiens l'ont surnommé Djoser. Donc c'est un nom qui lui a été donné par la suite. Et Djoser, ça veut dire le saint, le sacré. Pourquoi a-t-il été baptisé ainsi? Pour le savoir, il faut se rendre à 800 km au sud de Saqqara, à Éléphantine, sur l'île de Séhel. Nous accompagnons ici l'égyptologue américaine Meredith Brandt pour découvrir l'origine du nom de Djoser. Voici un énorme bloc de granit sur l'île de Séhel. Ce bloc de granit est couvert de hiéroglyphes. Les détails ne sont ni fins ni délicats, mais ils sont lisibles et révèlent une aventure du roi Djoser. L'histoire raconte un événement charnière de la vie de Djoser. Un moment qui va marquer un tournant dans son règne et faire de lui le sauveur de tout un peuple. En l'an 18 du règne de Djoser, il y a eu une famine qui a duré 7 ans. Le Nil n'a jamais été en crue. Le peuple les attendait pour irriguer les terres, mais en vain. Les récoltes n'ont rien donné, les gens mouraient de faim. La terre des pharaons est dépendante du Nil. Sans cette artère naturelle, la civilisation égyptienne n'aurait jamais pu perdurer au milieu de ce désert aride. L'histoire raconte que, face à ce désastre, Djoser demande conseil à son bras droit, Imhotep.
Imhotep décide alors de se rendre au temple de Thoth d'Hermopolis. Il veut trouver l'origine des crues du Nil pour faire en sorte que le fleuve connaisse de nouvelles crues pour les terres. La suite est un récit extraordinaire qui voit Imhotep enquêter dans les archives de Thoth, le dieu de la connaissance et de la sagesse. En menant ses investigations, Imhotep découvre que le Nil prend sa source à Éléphantine, à l'endroit même où cette stèle a été posée. Sur le territoire du gardien des sources du fleuve, le dieu à la tête de bélier et au corps d'homme, Khnum. Khnum est un dieu assis sur son siège de l'île Éléphantine, île dans laquelle se trouvent plein de grottes, là où Khnum a les clés de l'inondation. Si on fait des offrandes à Khnum pour l'apaiser, la crue se produira de nouveau. Imhotep rentre et dit à Djoser, « Il faut que nous couvrions Khnum d'offrandes, voilà la solution. » Leader avisé, Djoser sait écouter les personnes qui possèdent le savoir. Il a confiance en Imhotep et décide de suivre ses conseils. Le pharaon se rend alors à Éléphantine en personne pour présenter les plus belles offrandes du royaume au dieu Khnum. Il offre du pain, de la bière, de la viande, toutes les bonnes choses qu'un dieu pourrait désirer. Voici le roi, là il brûle de l'encens avec cet encensoir. On le voit faire des offrandes aux dieux. Mais ce n'est pas tout. Imhotep prévient Djoser que pour apaiser la colère du dieu Khnum, il doit faire construire un édifice en son honneur. Si Djoser construisait un temple dédié à Khnum et l'approvisionnait en offrandes, le dieu favoriserait la crue et les terres seraient prospères. Alors Imhotep rapporte ça à Djoser et le pharaon acquiesce. Il dit « Faisons cela, Imhotep ». Le temple est construit et par magie, le fleuve connaît de nouveau des crues fertiles et le peuple est heureux. Pour certains égyptologues, c'est à la suite de cet événement extraordinaire que le pharaon Netchéritchet aurait gagné le surnom de Djoser, le Saint. Mais le récit de ce sauvetage du peuple égyptien par Djoser, inscrit sur cette stèle, pose un problème. Il n'a pas été gravé au moment des faits, mais bien plus tard. Ce texte a été écrit plus de 2500 ans après Djoser. Il a été écrit au cours de l'époque ptolémaïque. Nous le savons parce que le langage de ce texte, l'écriture, la grammaire, le vocabulaire, tout correspond au langage ptolémaïque, très différent du langage de 2500 ans plus tôt, à l'époque de Djoser. La période ptolémaïque est la dernière des 33 dynasties de la civilisation pharaonique. C'est celle de Ptolémée et de Cléopâtre. Sur quoi se sont-ils basés pour raconter ce récit? Le sauvetage de la famine par Djoser est-il vrai? L'un des plus beaux mystères de ce texte, c'est de savoir s'il y a vraiment eu une famine de 7 ans sous le règne de Djoser. Nous n'avons pas de réponse à cette question, mais le fait que l'on s'en souvienne 2500 ans plus tard, en tant que légende, est intéressant. Peut-être qu'une famine a eu lieu à l'époque de Djoser lors d'une période de conflit et de difficultés. Mais d'après les archéologues, tout porte à croire que ce récit est un faux. Il aurait été inventé de toutes pièces par ceux qui l'ont fait graver sur cette stèle. Mais pourquoi? Il s'agit en fait d'une mise en garde. Elle dit que si vous ne soutenez pas Khnum et son temple, il n'y aura pas de crue comme à l'époque de Djoser. La morale est qu'il ne faut pas oublier de faire des offrandes au dieu Khnum. Toujours est-il que cette fable illustre l'importance de Djoser et de son vizir Imhotep aux yeux des Égyptiens, même 2500 ans plus tard. Ils sont devenus des légendes pour les anciens Égyptiens. Ensemble, ils ont construit une nouvelle Égypte. Ils ont inventé une nouvelle architecture, des modèles visuels qui ont traversé les millénaires et qui sont restés les icônes auxquelles on associe l'Égypte antique encore aujourd'hui. Cette image de Dieu vivant est déjà présente lors du règne de Djoser. Bien sûr, le pharaon est considéré comme une divinité de fait. Mais il n'est pas seul.
Imhotep est devenu célèbre au point de faire l'objet d'un culte longtemps après. D'ailleurs, nous connaissons Imhotep car, curieusement, son nom est gravé au pied de la statue de Djoser. Cette image ne semble pas les quitter jusqu'à leur mort, qui reste encore mystérieuse. Nous savons qu'Imhotep a vécu après Djoser. Le nom d'Imhotep est inscrit sur des plafonds découverts dans la pyramide du successeur de Djoser. Nous savons donc qu'Imhotep a participé à la conception d'une autre pyramide à degrés à Saqqara. Concernant Djoser, quand est-il mort? De quoi ce grand pharaon est-il décédé? Nous ne disposons d'aucune documentation sur les derniers jours de Djoser. Mais nous pouvons imaginer ce qu'ils auraient été. À sa mort, il y a certainement eu des funérailles grandioses et un deuil dans tout le pays. À ce moment-là, le complexe pyramidal a été activé et transformé en une machine puissante pour la renaissance et la résurrection du roi. Si les circonstances de sa mort restent un mystère à élucider pour les archéologues, ils doivent résoudre une autre énigme. Combien de temps a-t-il régné? On va trouver quelques mentions de Djoser qui vont nous donner des durées de règne. Le problème, c'est qu'elles ne donnent pas toujours les mêmes dates. L'une des plus grandes énigmes pour déterminer la date du règne de Djoser est liée au registre qui n'était pas précis à l'époque. Il n'existait pas de méthode universelle pour compter les années d'un roi à l'autre. Par conséquent, dans les archives, les informations peuvent être imprécises. Un document atteste d'une durée du règne de Djoser. C'est ce précieux sésame, l'un des joyaux archéologiques dressant la chronologie des pharaons, le papyrus de Turin. Cette pièce unique au monde se trouve ici au musée Egizio de Turin en Italie. L'égyptologue Cédric Gobel nous y reçoit pour nous aider à percer les secrets qui entourent la durée du règne de Djoser. Le pharaon Djoser est ici, juste après la titulature roi de Haute et Basse-Égypte, écrite en rouge. Et par la suite, nous avons sa durée de règne. Alors, étonnamment, sa durée de règne, ici qui est indiquée, n'est que de 19 ans. Djoser aurait fait construire son complexe funéraire pharaonique en seulement 19 ans. Pour l'égyptologue Marc Lehner, comme pour une partie des experts, c'est tout simplement impossible. Peut-on imaginer une telle construction en 19 ans? La pyramide à degrés elle-même, rien que la pyramide, présente 6 changements de concepts différents. Si on divise 19 par 6, cela signifie changer de concept de tombeau royal tous les 3 ans. Pour l'ensemble de ces réalisations architecturales, il est fort probable qu'il a eu un règne un peu plus long que seulement 19 ans. D'autres sources donnent pour le roi Djoser un règne d'environ 30 ans, donc 29 ans. Alors ici, le fait qu'il manque une dizaine peut s'expliquer du fait peut-être d'une erreur du scribe. On se rend compte assez souvent que dans les sources égyptiennes, quelques dizaines sautent. C'est quelque chose de assez commun pour les contes de l'Égypte ancienne. Alors au lieu de voir ici 19, je suggérerais plutôt de lire 29, et à ce moment-là, ça ferait plus sens. Le pharaon Djoser aurait donc régné 19 ans ou 29 ans. Où est la vérité? Ce que l'on sait, c'est que la communauté scientifique s'accorde pour situer la fin de son règne en 2648 avant notre ère, au moment où son successeur monte sur le trône d'Égypte. Son identité n'est pas certaine. Il s'agit soit du pharaon Sanart, soit de Seremret. Nous ne savons presque rien sur la fin de la vie de Djoser. Nous savons qu'il est mort et que son successeur a pris sa place sur le trône, mais les événements précis entourant son décès sont flous. Nous n'avons aucune information sur les raisons de sa mort. On n'a pas de traces non plus de mort violente ou de complot. En tout cas, il a fallu probablement quelques dizaines d'années pour réussir à faire un complexe aussi énorme. Sachant qu'on n'a pas encore fini de tout découvrir, on se retrouve avec des tunnels qui ont été découverts d'ailleurs au début des années 2000. Pour tenter de comprendre les derniers instants de ce pharaon mythique, l'égyptologue américain Marc Lehner nous fait pénétrer dans un lieu secrètement gardé. Nous avons obtenu l'accord exceptionnel des autorités égyptiennes
pour pénétrer dans ce sanctuaire interdit et inaccessible au grand public. Ce sont les entrailles de la pyramide, le tombeau de Djoser. Peut-être trouvera-t-on des réponses aux questions que nous nous posons sur la mort du pharaon. Nous nous enfonçons de plus en plus sous la pyramide à degrés de Djoser. Nous empruntons des couloirs très étroits, creusés à même la roche. La pyramide de Djoser est essentiellement faite en pierre massive. Mais toute l'activité souterraine, c'est-à-dire la conception et les décorations, donne l'impression d'un immense palais royal. Le palais de l'au-delà. Marc connaît déjà les lieux, mais il éprouve la même émotion lors de chaque descente sous la pyramide. Incroyable. Vraiment incroyable. Située 28 mètres sous le sol, cette pièce spectaculaire est l'une des plus grandes des appartements funéraires du pharaon. Nous avons le nom de Djoser. Son nom d'Horus, en tant qu'incarnation du dieu Horus, le dieu faucon de la royauté. Et voici son véritable nom, écrit dans le rectangle, Netcheritchet. Le rectangle symbolise en fait un palais. Ceci est donc son palais. C'est un simulacre de palais pour l'éternité. D'après ce que nous pouvons comprendre, les Égyptiens croyaient qu'en simulant un palais, ici, dans le sous-sol, cela aiderait Djoser à régner dans le palais de l'au-delà. Un détail permet de comprendre l'importance capitale de cette pièce dans l'ensemble de la pyramide et du complexe funéraire de Djoser. Ce vaisseau permettant de partir dans l'au-delà. Un autre élément important de cette chambre, c'est qu'elle est alignée avec ce qu'on appelle le serdab du roi, à l'extérieur de la pyramide, côté face nord. Le serdab. Cette pièce qui est située à l'extérieur de la pyramide. On y trouve la statue de Djoser, dont l'original est au musée du Caire. Inclinée à 13 degrés, cette dernière agit comme une rampe de lancement pour propulser le pharaon dans son dernier voyage. Il est raconté sur les parois du palais de l'au-delà. Voici le dernier moment de Djoser. Mais la représentation est étonnante, un peu comme dans une BD d'Astérix et Obélix. Djoser est illustré dans ses portes, en train de passer à travers les rituels qui l'emmèneront jusqu'aux étoiles du Nord. On peut voir ça ici. Il pourrait être le premier astronaute, prêt à décoller vers les étoiles circumpolaires qu'ils appelaient les impérissables. Ce sont des étoiles qui ne se lèvent ou ne se couchent jamais quand elles tournent autour de l'étoile polaire. Ces étoiles, on les retrouve sur ces blocs de pierre qui devaient faire partie d'une voûte dans le tombeau de Djoser. Regardez les étoiles sur ces blocs. Elles sont superbes et elles sont les plus anciennes étoiles que nous avons retrouvées, probablement issues d'un plafond. Il y a une longue tradition de plafonds étoilés dans l'architecture égyptienne ancienne. Les étoiles ont une signification bien particulière et renvoient directement aux croyances de Djoser et des anciens Égyptiens. Il s'agit de la déesse Nout, la déesse du ciel, qui est à la fois la mère du roi, mais également sa destination céleste. C'est le ventre et le tombeau réunis. Installer la momie du pharaon sous un plafond étoilé, c'est comme l'installer dans un utérus qui garantit sa renaissance. Le tombeau et l'utérus ont toujours été associés pour les anciens Égyptiens. À l'origine, ces blocs devaient se situer au-dessus de ce qui est la pièce la plus incroyable de la pyramide. Cet énorme puits d'une trentaine de mètres de profondeur, la chambre funéraire de Djoser. Nous sommes à côté du caveau en granit où le roi Djoser, Netcheritchet, a été enterré. C'est le chef-d'œuvre de tout ce complexe pyramidal, la pièce maîtresse. Ce caveau est comme une batterie qui alimente tout le complexe pyramidal. Quand ils ont posé le corps de Djoser à l'intérieur, ils l'ont enfermé avec un bouchon de granit en forme de cylindre et d'un poids de 3,5 tonnes. Ce bouchon mis en place, avec tout cet emballage en pierre autour, crée vraiment comme une batterie qui alimente toute la résurrection de Djoser pour qu'il puisse se lancer vers les étoiles circumpolaires et régner pour toujours depuis son simulacre de palais royal.
Une fois inhumé, Djoser doit régner entre ici et l'au-delà pour l'éternité. Mais lorsque les premiers égyptologues pénètrent dans ces lieux, ils font le cruel constat qu'ils ne sont pas les premiers à visiter le tombeau. Des millénaires avant eux, la dernière demeure de Djoser a été ravagée par ses plus grands ennemis, des pilleurs de tombes. Quand les archéologues sont arrivés au début du XXe siècle, ils ont pénétré à l'intérieur et ils ont trouvé des restes humains en fouillant dans les décombres du tombeau. Ces restes humains appartenaient peut-être à Djoser. Tragique fin pour celui qui a posé les premiers jalons d'une civilisation phénoménale. Aujourd'hui, nous ne savons pas où est la momie de Djoser. Elle a sans doute disparu il y a très longtemps, mais son nom, lui, reste éternel. Djoser souhaitait armer l'Égypte d'un outil hors du commun, permettant d'affirmer sa grandeur au cours des siècles et des millénaires à venir. Il y sera parvenu de son vivant, mais trouvera aussi un écho magistral dans les générations qui l'ont suivi. Il va marquer un tournant dans l'histoire de l'Égypte antique puisqu'il va être copié et dépassé dans son art funéraire par les prochains pharaons qui vont le suivre dans la 4e dynastie. Sans la vision de Djoser et le génie de son architecte Imhotep, les pyramides grandioses de Khéops, Képhren et Mykérinos n'auraient jamais pu voir le jour. Le pharaon Djoser est non seulement devenu un modèle pour ses successeurs, mais aussi une boussole dont tout le monde souhaite suivre le chemin indiqué. Djoser a probablement agi un peu comme un aimant. Et c'est vrai qu'à partir de la fin de la 5e dynastie, on commence à avoir des pharaons qui s'installent dans le voisinage direct de Djoser. Le dernier roi de la 5e dynastie, Ounas, a construit sa pyramide dans un autre coin du complexe de Djoser. Il voulait être à proximité de ce complexe, car Djoser offrait ce que les Égyptiens d'aujourd'hui appellent baraka en arabe, une bénédiction spirituelle unique. Mais les pharaons ne sont pas les seuls à vouloir être enterrés dans le complexe funéraire de Djoser. Kamil Kuraskiewicz est un égyptologue polonais dont la mission fouille les abords de la pyramide depuis plus de 40 ans. Il a récemment découvert cette sépulture extraordinaire qui révèle à quel point Djoser était aimé et admiré. Ce n'est qu'à la fin de la 5e dynastie, plusieurs siècles donc après la mort de Djoser, que les gens ordinaires ont commencé à y être enterrés. Bien sûr, il ne s'agissait pas de gens tout à fait ordinaires. Il fallait être très riche pour pouvoir s'offrir une telle tombe. Les personnes enterrées ici appartenaient aux couches sociales les plus élevées de la société égyptienne. Le tombeau raconte la vie étonnante de Meref Nebef, un fonctionnaire passé du bas de l'échelle au poste de vizir, 300 ans après le règne de Djoser. De son vivant, il avait déjà prévu de faire partie de cette ville de l'au-delà, imaginée et créée par l'illustre pharaon. C'est la présence visible d'un roi mort. C'est pour cela que lui et ses proches ont décidé d'être enterrés ici, afin de se reposer, de vivre éternellement, en quelque sorte, sous l'ombre du roi Djoser. Dans les parties accessibles, les générations suivantes ont marqué leur respect au grand roi en le gravant dans la roche. Ces graffitis sont exceptionnels car ils montrent la puissance de Djoser et à quel point sa mémoire a perduré pendant plus de 1000 ans après sa mort. Pour les Égyptiens, c'était un super-héros. Sans sa pyramide, il y a fort à parier que le règne de cet homme ait été effacé des registres du passé et oublié à jamais. Mais sa vision, son talent et ses moyens lui ont permis de faire figurer son nom parmi les plus grands pharaons de l'histoire et parmi les pionniers d'une civilisation exceptionnelle. C'est vraiment dommage que nous ayons si peu de traces de Djoser à part sa pyramide. Ça donne envie d'en savoir plus sur lui. À peine fait 5-10% maximum de tout ce que le site peut nous apporter. Et c'est vrai que la 3e dynastie, si on peut récupérer de nouvelles informations, c'est sans doute autour de Djoser qu'on pourra avoir peut-être des éléments du puzzle à compléter. Marc, Salima, Meredith, Camille, tous œuvrent chaque jour
pour que la nécropole de Saqqara révèle un peu plus les mystères qu'elle abrite. Il faudra de nombreux siècles encore et de nombreuses générations d'égyptologues pour en percer tous les secrets. Les secrets d'un pharaon éternel qui a participé à la gloire de la plus grande civilisation de l'Antiquité. Djoser et Alexandre le Grand voulaient marquer leur époque. Ils auront finalement traversé les siècles pour devenir immortels dans l'histoire du monde.